Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission et dans la dernière ligne droite avant le premier tour des municipales. Bonjour chez vous, entièrement consacré à ce scrutin. Toute la semaine, vous l'avez vu, des émissions spéciales pour vous faire vivre les derniers jours de cette campagne et les infos au plus près de chez vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Dans la première demi-heure, c'est Guillaume Caline qui est avec nous. Il est responsable du pôle opinion à l'Institut Kantar. On parlera avec lui de l'intérêt des Français pour les municipales ainsi que de l'image du Rassemblement national. Vous verrez ça. Et puis on fera un point également dans cette demi-heure sur la campagne à Reims, à Mulhouse et à Strasbourg. Dans une demi-heure, l'invité politique, ce sera Jean-Lin Lacapelle, le député européen, membre du Rassemblement national. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Et puis nous poursuivons notre Tour de France des municipales. Dernière étape aujourd'hui avant le premier tour de l'élection, direction Pau, où François Bayrou est candidat à un nouveau mandat. Et puis dans le club des municipales, on poursuivra notre Tour de France de la campagne. On fera un point sur la campagne à Marseille, à Aix-en-Provence et à Arles avec Guillaume Ricavi de la Provence. Et puis un point sur la campagne à Tulle et à Brive avec la vie corrézienne. Voilà pour le programme. Avant cela, les principales informations de ce jeudi 12 mars. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h depuis l'Elysée sur la crise du coronavirus. La France compte désormais 2281 cas confirmés et 48 décès. Le ministère de la Santé interdit toutes les visites dans les EHPAD. La Corse annonce la fermeture de tous ses établissements scolaires jusqu'au 29 mars. Et puis l'Italie ferme l'ensemble de ses commerces, sauf ceux dédiés à l'alimentation et à la santé. Les États-Unis, quant à eux, suspendent tous les voyages depuis l'Europe. La privatisation d'Aéroports de Paris ne se fera pas dans l'immédiat. Annonce faite par le gouvernement. La raison, l'état calamiteux du marché dû à la crise du coronavirus. Pas de référendum non plus. Les opposants n'ont pas réussi à recueillir les signatures nécessaires. La récolte de ces signatures s'achève ce soir. Les laboratoires Boiron annoncent la suppression de 646 emplois en France, soit un quart de leur effectif dans le pays. 13 des 31 sites seront fermés, notamment à Avignon, Belfort, Limoges, Pau ou encore Strasbourg. Le groupe met cette décision sur le compte du déremboursement de l'homéopathie décidé par le gouvernement. Et on débute donc avec notre sondeur du jour. Bonjour Guillaume Caline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du pôle opinion à l'Institut Kantar. On va commencer avec votre première étude. Elle porte sur l'intérêt des Français pour les élections municipales. Votre dernière étude, elle a été réalisée fin février, début mars. Et on va voir les chiffres ensemble. Les Français qui étaient 58% à s'intéresser à cette élection. Tout à fait, parce que l'un des enjeux évidemment de l'élection municipale à venir, ça va être celui de la participation ou de l'abstention, puisque ce qu'on constate depuis 30 ans, c'est une hausse constante de l'abstention à chaque élection municipale. Et pour autant, les municipales, ça reste juste après la présidentielle le scrutin qui mobilise le plus les Français, parce que c'est un scrutin de proximité. On sait que la participation elle est plus forte dans les petites villes. Elle atteint des niveaux très importants dans les plus petites villes et elle tend à réduire dans les grandes villes. Et du coup, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle progression de l'abstention aux prochaines municipales. Alors a priori, c'est pas forcément sûr, parce que ce qu'on a constaté aux dernières européennes, aux dernières régionales, c'était plutôt un regain de participation par rapport au scrutin précédent. Il peut y avoir aussi une forte volonté de sanctionner le gouvernement après le mouvement contre la réforme des retraites. Ça peut être aussi un levier de mobilisation. Et puis ce qu'on constate, nous, dans notre étude, donc avec 58% des Français qui s'intéressent aux élections municipales, c'est que c'est un niveau très proche de celui qu'on avait observé il y a 6 ans, également en 2008. Et donc, oui, parce que vous observez ça depuis 1983. Donc exactement. On est dans des niveaux classiques. On est dans des niveaux très classiques, donc a priori, ça ne laisse pas entendre une distanciation des Français par rapport aux élections municipales. Après, ce qui reste évidemment, c'est que cet intérêt, elle ne traduit pas forcément, elle n'est pas forcément directement corrélée avec la participation. Et puis, il y a l'inconnu évidemment du coronavirus qui pourrait avoir un impact. Pour vous, ça reste une inconnue encore à 3 jours du premier tour? Tout à fait, surtout vu les évolutions et le fait que la situation reste très, très, très mouvante. Donc pas de moyen pour le moment de savoir si ça aura un réel impact ou pas sur la participation. Tout à fait, parce qu'on n'a pas de référence sur un tel événement.
L'autre étude, toujours en lien avec ces municipales, c'est sur l'image du Rassemblement national. Alors, on va la détailler, hein, cette étude. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de données intéressantes. On va commencer par l'adhésion aux idées du Rassemblement national. Et là, 67% sont en désaccord avec ces idées. Tout à fait. C'est une question qu'on pose depuis les années 1980, où on demande aux Français s'ils sont d'accord ou en désaccord avec avec les idées du Front National et aujourd'hui du Rassemblement National. Ce qu'on constate là depuis 3 ans, c'est qu'on est à un niveau environ un quart des Français qui disent être en accord avec les idées du Front National. C'est moins que le niveau qu'on avait observé au milieu des années 2010, un petit peu après l'accession à la tête du Rassemblement National de Marine Le Pen. On avait atteint des niveaux de 33%. Donc après la défaite à la présidentielle, on a vraiment noté un recul net de cette adhésion. Et malgré tout, on est quand même à des niveaux aussi plus élevés que ce qu'on avait pu observer par le passé. Alors l'autre question, c'est l'attitude des Français à l'égard du vote Rassemblement national. Là, il y a 66% des Français qui disent qu'ils n'ont jamais voté pour le Rassemblement national et qui n'envisagent pas de le faire. Voilà, tout à fait. C'est une question là aussi qu'on suit depuis plusieurs années. Alors, elle montre qu'il y a encore, par rapport aux résultats qu'on peut observer, une certaine réticence parfois des sondés quand on leur demande à déclarer d'avoir voté pour le Front National, ce qui montre que c'est toujours pas un parti comme les autres. Que la dédiabolisation n'a toujours pas eu lieu complètement. N'a pas eu lieu complètement, exactement. Mais que malgré tout, le vote Front National est aussi un vote qui fidélise parce que beaucoup de ceux qui disent avoir déjà voté pour le Front National envisagent de le faire à nouveau. Et ça veut dire que si la dédiabolisation n'a pas eu lieu, ça veut dire que dans les sondages qui sont testés pour différentes villes, il peut y avoir des erreurs concernant le Rassemblement national, s'il y a encore ces réticences ? Tout à fait, ça peut être quelque chose. Alors qu'on prend en compte, que les sondeurs prennent en compte dans la manière dont ils estiment les intentions de vote déclarées. On sait qu'il y a une sous-déclaration pour le vote Front National dans les enquêtes qui sont réalisées par téléphone. Or, pour les élections municipales, les sondages continuent d'être réalisés par téléphone. Allez, un mot sur ce chiffre aussi. Est-ce que, si vous avez posé la question, pensez-vous que le Rassemblement national représente un danger pour la démocratie? Et là, 51% des Français jugent que c'est le cas. Oui, tout à fait. C'est un niveau là qui est beaucoup plus faible que ce qu'on avait pu observer dans les années 90. On avait pratiquement 70% des Français qui estimaient que le Front National à l'époque représentait un danger, mais c'est malgré tout une opinion qui recule. Le Rassemblement National est moins considéré comme un danger qu'il y a 2-3 ans. Et ce qui est notable, c'est que parallèlement, on a demandé aux Français s'ils pensaient qu'un jour le Rassemblement National pourrait arriver au pouvoir en France. Et là, on a un vrai changement très net en 2 ans, où maintenant on a 56% des Français qui pensent que le Rassemblement National pourrait arriver au pouvoir un jour, alors qu'ils étaient que 40% il y a 2 ans. Donc, ça, c'est pas forcément un signe de la dédiabolisation, mais c'est vraiment un signe de l'implantation du Rassemblement National dans ce nouveau paysage politique recomposé. Alors, pour ces municipales, se pose la question de l'entre-deux tours, et donc la question des alliances. Vous avez posé la question pour différents partis. On va commencer par regarder du côté des Républicains, dont Marine Le Pen drague ouvertement les électeurs. Et là, vous allez nous détailler ces chiffres. C'est des chiffres qui sont variés. Ils sont 29% à refuser tout accord sans le combattre, 23% disent qu'il faut combattre, 22% disent qu'il faut des alliances de circonstances et 10% disent qu'il faut traiter le Rassemblement national comme un parti comme un autre. Voilà, on a des Français qui sont assez partagés sur l'attitude que les Républicains doivent avoir à l'égard du Rassemblement national. Environ un tiers qui sont favorables à des alliances soit globales, soit au cas par cas, et quasiment la moitié des Français qui sont plutôt hostiles à tout rapprochement. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder en fonction justement de la sympathie politique. Et là, on voit qu'il y a des différences assez nettes. Les sympathisants du Rassemblement national, ils sont favorables à un rapprochement entre LR et le Rassemblement national. En revanche, les Républicains sont très partagés. On a quasiment la moitié qui sont favorables, la moitié qui sont défavorables. Et ça, évidemment, ça constitue un obstacle à un rapprochement entre le RN et le LR dans certaines villes municipales, et du coup aussi qui maintient ce plafond de verre pour l'accession du RN à des responsabilités dans de nombreuses villes. Alors ça, c'est pour les alliances éventuelles entre le Rassemblement national et le LR, mais vous avez aussi
poser la question pour les autres partis que les Républicains. Et là, quels sont les chiffres, Guillaume? Alors, on a demandé justement sur plusieurs alliances, qu'est-ce que les Français pensent qu'il devrait y avoir entre les deux tours, sachant que la situation maintenant est assez compliquée. On voit que la question de ces alliances, eh bien, déjà pour une partie des Français, elle est assez peu claire. Beaucoup de gens ont du mal à se prononcer sur, est-ce que l'AREM devrait s'allier avec la gauche ou avec la droite? Est-ce que LR devrait s'allier avec le Rassemblement national? Ce qui ressort malgré tout de manière assez nette, c'est que pour la moitié des Français, la stratégie du Front républicain contre le Front national, contre le Rassemblement national, doit avoir lieu au second tour pour empêcher que le Rassemblement national arrive au pouvoir dans certaines villes. En revanche, en ce qui concerne la fusion entre les listes La République En Marche et les listes de gauche ou La République En Marche et les listes de droite, là, les avis sont très partagés et plutôt une opposition. Les sympathisants de gauche sont assez peu favorables à ce que la gauche allie avec l'AREM dans leur ville. Et en revanche, les sympathisants de droite, ils sont un petit peu plus favorables. Mais à chaque fois, il n'y a pas de consensus du tout sur ces questions d'alliance. Donc un électorat qui est toujours très partagé sur ces questions d'alliance avec le Rassemblement national, quel que soit le parti politique d'ailleurs. On va terminer avec l'étiquette politique du futur maire. Vous avez demandé si votre commune était dirigée par un maire de telle étiquette politique, est-ce que vous seriez content, pas content? Et là, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête. 54% des Français seraient mécontents d'être dirigés par un maire Rassemblement national. Ouais, quand on demande effectivement aux Français, est-ce qu'ils seraient satisfaits ou mécontents d'une victoire de telle ou telle étiquette politique dans leur commune, ce qui frappe d'abord, c'est une certaine indifférence. Pour la plupart des étiquettes politiques, les Français se montrent assez indifférents, ni satisfaits, ni mécontents. Il y a deux exceptions. Il y a le Rassemblement national d'un côté, comme vous l'avez dit, avec plus de 50% des Français qui seraient mécontents si un maire RN arrivait à la tête de leur commune. Et l'autre exception, c'est un maire écologiste, où là, on a plus de la moitié des Français qui disent qu'ils seraient satisfaits s'il y avait un maire écologiste à la tête de leur ville. C'est les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. Plus de mécontentement, c'est le Rassemblement national, plus de satisfaits, c'est les écologistes. Alors, au milieu, il y a les autres partis, on va peut-être les regarder ensemble. Ceux qui font le plus de mécontents derrière le Rassemblement national, ce sont les communistes et la France insoumise. Tout à fait, avec là 38% des Français qui seraient mécontents, surtout des sympathisants de droite, sans surprise, et un niveau assez faible de personnes qui seraient satisfaits si c'était des maires communistes ou France insoumise qui arrivaient en tête dans leur ville. Et ensuite, on a un niveau très très proche de satisfaction en cas de victoire d'un maire LR ou l'AREM. On a environ 20% des Français qui seraient satisfaits et entre 20 et 30% qui seraient mécontents. Et là où on a un meilleur consensus, on va dire, c'est sur un maire socialiste. Là, on a 26% des Français qui en seraient satisfaits et 19% mécontents. Voilà pour ce bilan. Merci beaucoup à Guillaume pour cet éclairage. On va continuer, on va bien sûr rester avec vous. On va maintenant faire notre tour de campagne des différentes villes. On va commencer par aller à Strasbourg. On va retrouver Emmanuel Viau, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de la campagne à Strasbourg, Emmanuel, où plusieurs candidats se disputent l'héritage de Roland Ries, maire depuis 2008 et qui ne se représente pas. Oui, Roland Ries avait su maintenir une fragile cohésion dans un attelage PS et ELV LAREM qui a finalement volé en éclats il y a quelques mois. Tout ce petit monde s'est donc retrouvé éparpillé entre 4 listes aux tendances allant de la gauche au centre. Il y a d'abord le dauphin Alain Fontanelle qui se présente pour l'AREM. Il est soutenu par le maire sortant dont il a été le premier adjoint. Il dirige une équipe balayant du centre gauche au centre droit avec un bon nombre d'anciens du PS. Un récent sondage lui donne un score de 27% au premier tour, au coude à coude avec la liste EELV de Jeanne Barzéguian qui rassemble aussi différentes composantes de gauche. Avec 25% des intentions de vote, celle qui était jusque-là conseillère municipale de la majorité brigue les grandes responsabilités à l'âge de 39 ans. Mais c'est une autre génération qui a créé la surprise de cette campagne. Catherine Trottmann, à 69 ans, mène la liste PS tambour battant et lui a fait faire un bond à 17% des intentions de vote. Il n'en fallait pas plus pour qu'on voie cette revenante de la politique strasbourgeoise en faiseuse de roi ou de reine. La famille majoritaire s'est donc complètement disloquée et on peut aussi y ajouter Chantal Cutajar, adjointe sortante, qui présente de son côté une liste ni droite ni gauche. En embuscade, on a bien sûr l'actuelle opposition LR qui a rallié une partie du centre autour de Jean-Philippe Vetter. Sa liste a été créditée de 15% des intentions de vote. La liste Rassemblement national menée par Ombline Duparc pourrait quant à elle franchir la barre des 10%.
Parmi les 11 listes qui s'affrontent, on trouve aussi celle de Louise Fèvre pour Lutte ouvrière, Clémence Soubise pour le nouveau parti anticapitaliste, Kevin Loquet pour la France insoumise, Mathieu Le Tallec pour le Parti ouvrier indépendant démocratique et Patrick Arbogast qui conduit une liste appelée Égalité active. Tout ça aurait pu faire croire à une campagne échevelée, il n'en a rien été. Les débats ont plutôt porté sur les projets avec un étonnant concours pour savoir qui plantera le plus d'arbres dans une ville dont on dénonce de plus en plus la bétonisation. Et du coup, Emmanuel, ça promet un second tour chaudement disputé. Oui, on attend 4 voire 5 listes au second tour, ce qui laisse le champ libre à toutes les supputations quant à d'éventuelles alliances. Ils sont nombreux ici à parier sur une fusion des listes ELV-PS. Il faut dire que c'est un peu une tradition, parce que ça s'est déroulé comme ça en 2008 et en 2014. C'est d'autant plus probable qu'au cours de la campagne, on a pu entendre Jeanne Barzéguian louanger l'action politique de Catherine Trottmann, ce qui ne laisserait pas d'autre choix à Alain Fontanel, la REM, je rappelle, que de se tourner donc vers sa droite en direction de Jean-Philippe Vetter. Le terrain politique paraît plutôt favorable, sachant qu'une large coalition du centre-gauche à la droite dirige actuellement l'exécutif de l'Eurométropole. Le Rassemblement national, s'il se maintient, resterait donc bien seul à ce stade-là. Finalement, à Strasbourg, Emmanuel, c'est un peu on prend les mêmes et on recommence ? C'est vrai que quand on repense à l'histoire récente des municipales à Strasbourg, on ne peut pas s'empêcher de sourire un peu. Catherine Trottmann a été élue maire en 89, elle a été ensuite ministre de la Culture et porte-parole du gouvernement Jospin à partir de 1997. Ses fonctions nationales accomplies, elle était revenue à Strasbourg, où l'avait alors remplacé à la mairie un certain Roland Ries. La défaite aux mains de la droite qui s'en est suivie en 2001 a laissé la gauche complètement empêtrée dans ses divisions, un contexte de guerre de tranchées qui a au final favorisé Roland Ries. Et aujourd'hui, alors que celui-ci quitte la mairie, qui est-ce qui fait son grand retour en politique municipale à Strasbourg? Catherine Trottmann. Et voilà, on suivra bien sûr tout ça. Voilà pour le point sur la campagne à Strasbourg. On va aller à Mulhouse avec vous, Emmanuel, où les élections se déroulent dans des conditions un peu exceptionnelles. Oui, vous le savez, actuellement, le Haut-Rhin est considéré comme un foyer épidémique du coronavirus. À Mulhouse, la principale ville, les conditions du vote seront donc un peu particulières. Les 64 bureaux seront dotés de gants chirurgicaux. Les stylos mis à disposition seront désinfectés après chaque utilisation, tout comme les machines à voter. On limitera aussi le nombre de personnes présentes en même temps dans les bureaux. Le coronavirus a bien sûr déjà beaucoup perturbé la campagne ici à Mulhouse, avec notamment l'interdiction des réunions publiques de plus de 50 personnes. Il a toutefois permis à une liste en particulier d'occuper l'espace médiatique, celle de la maire LR sortante Michèle Lutz. Il se trouve que son premier adjoint, c'est le président de la région Grand Est, Jean Rotner, qui s'est affiché en première ligne en tant que médecin et président du conseil de surveillance du groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace. Donc lui font face Lara Million, soutenue entre autres par la REM, le Centre et le PS, Loïc Minori pour ELV, Julien Vostine de Lutte ouvrière, Fatima Gène, sans étiquette, Romain Spinali, centriste, et Christelle Ritz pour le RN. Et merci beaucoup. Merci Emmanuel pour ce point très complet à Strasbourg et à Mulhouse. On va regarder la une des dernières nouvelles d'Alsace ce matin, des frontaliers renvoyés puisque l'Allemagne a déclaré le Grand Est comme zone rouge, zone à risque, comme l'Italie, comme l'Iran ou encore comme la Chine. Et les entreprises, certaines en tout cas, renvoient donc chez eux les frontaliers. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous ce matin. Un mot Guillaume sur Strasbourg peut-être pour commencer ? Oui, Strasbourg, c'est une ville assez intéressante, une ville plutôt de gauche dans une région qui est clairement à droite et où en général l'élection de toute façon se joue au centre. Et là, ce qui est notable cette année, c'est ces 3-4 candidats qui sont issus de la majorité sortante et qui montrent bien en fait l'effet de la recomposition politique depuis 2017. Avant, au municipal, le plus souvent dans les villes, on avait une opposition de la gauche plus ou moins unie et de la droite plus ou moins unie, mais avec au second tour des alliances qui se faisaient naturellement. Et puis dans certaines villes, le Front National qui pouvait jouer le trublion. Ici, il y a beaucoup plus d'inconnus sur la manière dont vont se jouer, les seconds tours. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer entre dimanche soir et mardi 18h au moment du dépôt des listes, où des alliances parfois plus inhabituelles vont avoir lieu. Et ce sera sans doute le cas d'ailleurs à Strasbourg. Et oui, puisque l'éclatement, vous le disiez, de la majorité de Roland Ries, c'est pas seulement un éclatement à gauche, puisque par exemple Alain Fontanel est désormais soutenu par La République En Marche et soutenu par Roland Ries. Est-ce que finalement Strasbourg, c'est la plus grande chance de victoire de La République En Marche, en tout cas dans les grandes villes? Oui, parce que dans les autres villes où on a des listes En Marche autonomes, elles sont créditées de peu d'intentions de vote, entre 10 et 20%, et très rarement en première position, alors que, d'après les sondages, là, Alain Fontanel est plutôt en bonne position. Allez, on va passer peut-être sur Mulhouse, un mot sur Mulhouse, Guillaume. Alors, à Mulhouse, ce qui est intéressant de constater, c'est ici que la gauche a réussi à s'unir
derrière Europe Écologie Les Verts, ce qui est une situation qu'on observe aussi dans beaucoup d'autres villes, à Besançon, à Bordeaux, à Tours, à Caen, avec la spécificité ici à Mulhouse, c'est que cette alliance de la gauche n'intègre pas le Parti socialiste, mais ça c'est lié au parcours politique assez particulier de Jean-Marie Bockel et donc la situation spécifique du PS à Mulhouse. Voilà, donc 2 villes à suivre, en tout cas dans le Grand Est. Allez, on va continuer notre tour de France de la campagne. On va maintenant prendre la direction de Reims. On va retrouver nos partenaires de l'Union. Bonjour. Yann Le Blévec, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à l'Union. Et pour cette campagne à Reims, eh bien, ils sont nombreux cette année à briguer la mairie. Oui, tout à fait. Merci à vous de me donner la parole. Ils sont 10 cette année à briguer la mairie, alors qu'ils n'étaient que 5 en 2014. Ça fait beaucoup. Et pourtant, malgré ce nombre de candidats très élevé, dans un sondage de l'IFOP réalisé fin février pour l'Union, le maire apparaît comme possible gagnant dès le premier tour, puisque ce maire républicain est crédité de 55% d'intention de vote. Derrière, c'est la débandade avec un candidat PS à 10%, à égalité avec le candidat du Rassemblement national. Il faut dire que le maire a plutôt une bonne image et qu'on peut mettre à son crédit 2 réalisations importantes sur une friche du centre-ville, un grand complexe aqualudique et une future arena, salle de spectacle et salle de sport. Alors, vous nous avez parlé du maire Arnaud Robinet. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les candidats, les forces en présence à Reims pour cette élection ? Oui, tout à fait. Alors, le principal challenger, c'était Éric Quesnard, l'ancien premier adjoint de la maire PS Adeline Hazan entre 2008 et 2014. Malheureusement pour lui, il n'a pas su rassembler la gauche et les écologistes. Il a en face de lui une liste des Verts. Qui réalise 8% dans notre sondage. Il a aussi une liste de la gauche républicaine et socialiste et une liste de la France insoumise. On a aussi un candidat de la République En Marche qui, lui, plafonne à 5%. C'est un avocat assez connu qui s'appelle Gérard Chemla, qui avait failli créer la surprise en 2017 sans avoir l'étiquette aux législatives. Mais là, il peine à percer dans cette campagne. Le candidat du Rassemblement national, lui, est loin de son score de 2014, puisqu'il avait fait 16% en 2014. Mais il est rentré tardivement dans la campagne. Voilà pour les forces en présence. Quels sont les enjeux de la campagne à Reims ? Alors, les débats dans cette campagne ont beaucoup tourné autour de l'écologie, notamment. C'est pas propre à Reims, mais Reims fait partie des villes qui ont été pointées par l'Europe depuis plusieurs années comme étant polluées. C'est dû notamment à une autoroute qui la traverse de part en part. Du coup, chaque candidat a tout repas en vert dans leur programme. C'est à celui qui sera le plus écolo. Donc, il a été question de la place du vélo, de bus à haute qualité de service, de gratuité des transports. On a aussi parlé de la façon de transformer cette autoroute en boulevard urbain. L'autre thème, c'est la sécurité. Parce que Reims a été marqué par des risques assez violents ces derniers mois, avec des armes à feu, des armes blanches qui ont un petit peu suscité l'émotion. Et donc, la question est de savoir si les caméras, si la police suffit. Est-ce qu'il ne faut pas plus de médiateurs, de policiers municipaux sur le terrain ? Comment se passe la campagne à Reims ? Est-ce que c'est une campagne tendue ? C'était assez calme, on a même été surpris. La campagne a eu du mal à démarrer. On a eu quelques comptes anonymes sur Twitter qui ont un peu trollé et un petit peu animé cette campagne, mais d'une façon générale, ça a été assez respectueux jusqu'à ce qu'on publie notre sondage et que le maire écrase tout. Du coup, il y a eu quelques réactions et notamment une attaque contre Arnaud Robinet concernant une possible activité salariée qu'il n'aurait pas déclarée à la haute autorité. Interrogé sur le sujet, le maire a totalement démenti en disant que c'était une activité bénévole. Et justement, un mot rapidement sur ce sondage IFOP qui donne Arnaud Robinet réélu et même dès le premier tour. Oui, c'est ça. En fait, la question maintenant, c'est plus trop de savoir s'il va être élu, mais s'il sera élu dès dimanche, sachant qu'avec le coronavirus, il risque d'y avoir beaucoup d'abstention et ça peut jouer aussi dans les résultats.
Il faut savoir que Arnaud Robinet a longtemps été considéré comme Macron compatible, même possible ministre à un moment donné, avant qu'il appelle à voter LR aux européennes. Ce qui est frappant dans ce sondage, c'est qu'il ratisse vraiment très large. Il a des intentions de vote chez tous les militants, que ce soit des électeurs de Mélenchon, des électeurs de Macron ou même des électeurs du Rassemblement national. C'est quelqu'un qui fait consensus apparemment dans ce sondage. Et donc, sauf cataclysme, il devrait remporter la mairie assez facilement. Et merci beaucoup, merci Yann d'avoir été avec nous. On va regarder la une de l'Union ce matin. Que ferait-il en tant que maire? Voilà, vous avez posé la question à un certain nombre de personnes qui avancent donc leurs idées à mettre en œuvre s'ils étaient maires. C'est à la une de l'Union aujourd'hui. Merci Yann d'avoir été avec nous. Un mot sur Reims et peut-être sur Arnaud Robinet. C'est vrai qu'Arnaud Robinet, un temps, on l'a donné comme rejoignant La République En Marche, ou en tout cas proche des maires Macron compatibles. Finalement, il est resté du côté des Républicains. Face à lui, un candidat, La République En Marche, Gérard Chemla, qui a fait partie de la première vague des investitures de La République En Marche. Et on voit, ça ne marche pas. C'est un échec pour La République En Marche. Alors ça, Reims, c'est intéressant parce que c'est une situation qu'on retrouve aussi ailleurs, avec un maire sortant de droite archi favori dans les sondages et des candidats LaREM qui ont du mal à percer. Ça montre la difficulté en fait pour La République En Marche de trouver une implantation locale dans des villes où la droite est plutôt bien installée et malgré les scores plutôt bons de La République En Marche aux européennes. C'est une situation similaire à Troyes aussi, où François Baroin est archi favori avec un niveau encore plus important au premier tour que Arnaud Robinet et une candidate de La République En Marche qui est à peu près à 5%. Et à Chambéry aussi, on a la même situation avec une droite sortante qui est bien installée et un candidat LaREM qui est à 7% d'intention de vote dans les sondages. Ça veut dire que les Républicains, qui étaient sortis vainqueurs des élections en 2014 avec cette fameuse vague bleue, ils ont de bonnes chances de garder leur mairie? Dans un certain nombre de villes, ça va être le cas parce que ce qu'on constate aussi souvent au municipal, c'est qu'il y a une primo-sortant qui joue à plein justement à l'issue du premier mandat. Or, en 2014, il y a beaucoup de villes qui ont basculé à droite et donc là, on a des maires de droite plutôt bien installés et qui terminent leur premier mandat et donc qui sont plutôt en bonne situation. Allez, avant de se quitter, Guillaume, on va regarder la revue de presse consacrée largement au municipal, la revue de presse de vos quotidiens régionaux avec Fanny Conquis. Et bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être avec nous Fanny. On commence par Vosges Matin. Oui, effectivement, Vosges Matin, élection sous surveillance. Évidemment, on parle du coronavirus. Nombreux sont ceux qui craignent en effet une forte abstention au scrutin de dimanche. Des mesures sanitaires sont prises dans les bureaux de vote pour éviter la propagation du virus. Mais est-ce que cela sera suffisant pour rassurer les électeurs? C'est à lire en pages 2 et 3 du journal ce matin. On continue avec Nord-et-Clair. Nord-et-Clair, on se pose la question des communes associées à LM et à l'Homme. Faut-il quitter l'association avec Lille? Qu'en pensent les candidats au municipal? Réponse ce matin dans Nord-et-Clair. Et dans le journal de Saône-et-Loire. Oui, portrait de ce maire. Regardez, maire en fonction pendant 43 ans. Le maire de Cercy a exercé 7 mandats. Il était élu depuis 1977. Eh bien, à 75 ans, c'est donc son dernier mandat, ses derniers jours en tant que maire, car il ne se représente pas. Son portrait est donc à lire dans le journal de Saône-et-Loire. Et on termine avec le bien public. Oui, le bien public qui pose cette question municipale. Où sont les points chauds? On rappelle que 360 000 électeurs vont se rendre aux urnes en Côte d'Or. Quels sont les enjeux? À quoi s'attendre, notamment à Dijon, à Beaune ou encore à Plombières? Le bien public fait le point ce matin. Et merci beaucoup Fanny. On vous retrouve tout à l'heure pour votre journal de campagne et la suite de la revue de presse. Merci beaucoup Guillaume. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Jean-Lin Lacapelle, député européen, membre du Rassemblement national. Avant de l'accueillir, on va regarder un module pédagogique sur les élections municipales, module réalisé par France 3 Nova, la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine. Le thème du jour, les fusions de listes. On est dimanche soir, les résultats du premier tour des élections de votre commune tombent. Aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des voix. La loi prévoit que les listes ayant obtenu moins de 5% des voix au premier tour sont éliminées d'office, tandis que celles ayant remporté plus de 10% sont qualifiées pour le second tour. Mais alors, qu'en est-il des listes ayant obtenu entre 5 et 10%? Eh bien, place aux grandes négociations. Ces listes ne sont pas forcément hors course. Elles peuvent fusionner avec une liste ayant fait plus de 10%
pour prétendre aller au second tour. C'est ce qu'on appelle la fusion des listes. Cette fusion se fait d'un commun accord et permet de cumuler plus de voix en rassemblant parfois deux partis aux idées proches. Qui se ressemblent s'assemblent. Enfin, c'est pas obligatoire non plus, hein. Si deux listes ont trouvé un terrain d'entente, la fusion peut avoir lieu. La liste ayant obtenu entre 5 et 10%, appelée liste absorbée, peut ainsi placer quelques-uns de ses membres sur une liste ayant remporté au moins 10%, appelée liste absorbante, à condition de respecter toujours la règle de parité, hein. Cette nouvelle liste est ensuite déposée en préfecture par le responsable de la liste absorbante. Et ce, au plus tard, le mardi 18h suivant le premier tour. Jetez donc un petit coup d'œil entre deux tours au cas où il y aurait des fusions. Et en attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions aux adresses ci-dessous. Allez, ciao! Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-Lin Lacapelle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, membre du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Lacapelle. Bonjour. Et on commence bien sûr par le coronavirus, Jean-Lin Lacapelle, avec Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir à 20h depuis l'Elysée. Qu'est-ce que vous attendez de son intervention? Je ne sais pas, mais certainement l'annonce que nous allons passer au stade 3, parce qu'il faut qu'on prenne des mesures importantes compte tenu de la propagation et la rapidité de la propagation du coronavirus. Nous l'avons dès le départ dit, je pense que l'OMS avait déjà qualifié l'épidémie de pandémie dès le départ, donc elle avait alerté les différents pays sur la gravité potentielle de ce virus. Je crois que Alors, nous elle a mis avons un peu de temps quand même, l'OMS, à la qualifier de pandémie. Elle vient de le dire, c'est une pandémie. Elle l'avait déjà estimé dans un premier temps. Je vous rappelle quand même que le 24 janvier dernier, notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle disait que le virus avait quasiment aucune chance, je cite, aucune chance de se propager en France. Je crois que nous avons manqué d'anticipation, nous avons manqué d'improvisation. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés par ce virus et que l'Europe devient la nouvelle Chine, en quelque sorte. Marine Le Pen, excusez-moi, Marine Le Pen a dénoncé la faiblesse des mesures, en effet le manque d'anticipation, mais on a l'impression quand même que tous les partis essayent quand même de s'unir autour du président dans une forme d'union sacrée par rapport à une crise qui est très difficile à gérer, sauf le Rassemblement national. Il n'y a pas de récupération quand même? Non, on sera toujours unis, bien évidemment. Dans le cadre de cette crise sanitaire, nous demandons à ce que les mesures soient adéquates. Et je pense qu'honnêtement, nous avons manqué d'anticipation sur un certain nombre de choses. Et je vous rappelle tout de même que Emmanuel Macron, le 24 février dernier, envoie un charter de 17 tonnes de matériel médical en Chine. Il offre gants, gel, masques. Et puis, une semaine après, il s'aperçoit que c'est une pénurie totale en France. Donc je crois qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. On pense qu'il y a une unité et une coordination et une solidarité en Europe. On se rend compte que finalement, tout ceci n'est que de la communication. On va parler de l'Union européenne, mais vous dites que vous attendez des mesures adéquates. C'est quoi les mesures adéquates? Mais c'est le SAD 3 depuis le départ. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a un certain nombre de choses qu'on avait demandé, c'est notamment le contrôle aux frontières. Il nous a été répété en permanence que cela ne stopperait pas le virus. Mais on n'a jamais dit que ça stopperait le virus. On a dit simplement que ça régulerait, que ça freinerait, ça affaiblirait la propagation du virus. Tous les pays dans le monde le font. Monsieur Trump vient d'annoncer cette nuit donc l'arrêt pendant 30 jours de tous les vols qui proviennent de l'Europe. Sauf du Royaume-Uni. C'est un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. Écoutez, il sanctionne l'Union européenne qui n'a pas de frontières. Le Royaume-Uni retrouve ses frontières en quelque sorte. Donc pour vous, c'est une bonne décision de Donald Trump? Mais moi, je crois que c'est une bonne décision, mais bien évidemment. Mais vous savez, Israël a bloqué tous les vols qui proviennent de tous les pays dits sensibles. 0 mort. Alors je ne dis pas que cela va continuer, mais c'est une décision au moins qui démontre que c'est efficace. Mais l'Italie a bloqué assez tôt les vols en provenance de la Chine, ça n'a pas empêché la situation actuelle. Ils ont bloqué les vols qui provenaient de la Chine, mais les Chinois passaient par l'Allemagne et sans frontières arrivaient en Italie. Mais justement, est-ce que ça ne pose pas que, de toute façon, fermer les frontières, c'est un petit peu c'est impossible de toute façon. Il suffit de suspendre Schengen, et le traité le permet aujourd'hui. Vous pouvez sans aucun problème retrouver les frontières. Et vous voyez bien que l'Union européenne, elle se brise, puisque l'Autriche, la Slovénie ont décidé aujourd'hui de mettre en place des frontières. Il fallait le faire, nous l'avons dit. Vous allez aujourd'hui sur la frontière franco-italienne à Menton, les Italiens passent sans aucun problème, sans aucun contrôle. Et nous l'avions dit. Et nous sommes aujourd'hui dans le top 5 du monde. Il y a plus de 80 pays atteints par le coronavirus. La France en fait partie, l'Espagne en fait partie, l'Italie en fait partie. L'Italie est le 2e pays au monde. On s'est laissé totalement, on s'est laissé rattraper par ce virus et nous sommes dans une improvisation
quotidienne aujourd'hui, comme d'ailleurs l'Union européenne, puisque moi-même étant député européen, depuis quelques jours, on assiste à un cirque total. On va y venir, mais une dernière question sur la France avant de venir à la réponse de l'Union européenne. Pour éviter une trop forte abstention, le ministre de l'Intérieur a décidé de faciliter les procurations, et notamment dans les EHPAD, où des employés assermentés peuvent prendre les procurations des résidents. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Écoutez, ceux qui sont normalement assermentés pour le faire sont des membres de la gendarmerie ou des officiers de police. Donc j'espère que ce n'est pas une grande fraude électorale qui s'organise. Bon, maintenant, très sincèrement, qu'on ait assoupli les procédures de procuration, c'est une très bonne chose. Parce que la démocratie ne doit pas être atteinte par ce coronavirus. Il faut que la démocratie continue à vivre. Donc si cela peut aider tous ceux qui ne souhaitent ne pas se déplacer à voter, c'est une très bonne chose. Moi, je le dis, voilà, je souhaite qu'il y ait une mobilisation totale et que le scrutin ne soit pas faussé. Et vous le redoutez ? La fraude ? Bon, écoutez, que des... la fraude de qui ? Non, mais si vous voulez, qu'aujourd'hui, des directeurs de l'EHPAD aient le pouvoir de voter pour l'ensemble de personnes âgées qui ne pourraient pas se déplacer, il faut quand même qu'on ait une sacrée confiance. Voilà, c'est quelque chose qui est... C'est sur la foi des officiers de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on imagine quand même qu'eux-mêmes vont faire attention. Si c'est bien verrouillé, eh bien écoutez, c'est une bonne chose, parce que je crois, je vous le dis une fois de plus, que la démocratie ne doit pas en pâtir. Et scrutin faussé, ça veut dire quoi ? Que c'est une forte abstention, le scrutin sera faussé ? Oui, mais vous savez, 30% de gens disent... Ce sera pas le premier scrutin avec de l'abstention. Oui, 30% finalement, il faut relativiser. De gens disent qu'ils n'iront probablement pas voter, très bien, mais enfin, c'est pas beaucoup plus qu'une élection normale. Donc je pense qu'on aura un scrutin à peu près normal, probablement une faiblesse chez les personnes âgées. On peut l'imaginer et on peut le regretter. Mais voilà, je pense que le scrutin n'en pâtira pas trop, j'espère. Sur la réponse de l'Union européenne, Julien ? Oui, justement, l'Union européenne a décidé le déblocage d'une enveloppe de 25 milliards. Vous qui êtes nouveau député européen, vous estimez que c'était insuffisant ? Mais moi, je vous le dis, je crois que la réponse, elle passe bien évidemment par des aides budgétaires, mais elle passe par un retour aux frontières. Il faut aujourd'hui pouvoir se protéger, même si je pense que déjà il est trop tard pour un certain nombre de mesures qui auraient dû être prises. Je pense qu'il est trop tard, mais on aurait dû dès le départ bloquer l'ensemble des vols qui provenaient de pays en difficulté. Je vous rappelle quand même qu'Air France, très très tôt, a pris une très bonne décision et avait bloqué tous ces vols qui provenaient de Chine. Et puis l'État ne rebondissait pas et on a laissé Air China continuer à faire venir des vols en France qui provenaient du Japon, de Corée ou de Chine. Donc on est dans l'incohérence totale, on est dans le paradoxe. Je reprends l'exemple aussi de cette rencontre de football Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. Nous avions dit c'était risqué. On n'a pas été écouté. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une des plus grosses régions touchées aujourd'hui par le coronavirus. On apprend que le défenseur de la Juventus de Turin est atteint du coronavirus. On a laissé 3000 spectateurs venir en voiture la veille, aller dans les restaurants, supporter leur équipe et à juste titre, laisser se promener dans les rues de Lyon. Je crois que ça n'était pas raisonnable. Je crois qu'on n'a pas pris le problème à juste titre et avec les bonnes mesures. Mais écoutez, on en pâtit aujourd'hui des conséquences. Il faut maintenant ne pas paniquer, mais à force de ne pas vouloir la panique et de ne pas vouloir la crise économique, on va avoir la crise économique et la panique. Un mot sur les mesures prises par l'Union européenne. La Banque centrale européenne doit annoncer des mesures aujourd'hui. Quelles doivent être ces mesures pour vous ? Écoutez, des mesures bien sûr de relance budgétaire. Il faut soutenir l'économie. Il y a une crise économique et une crise sociale, on le voit bien, qui sera mondiale. Il faut donc s'affranchir des règles européennes. Il faut traverser cette étape-là. Il faut en effet qu'on soutienne les banques qui doivent soutenir nos entreprises. Il faut qu'on soutienne bien évidemment notre économie. Il faut qu'on la supporte. D'accord ? Il faut qu'on arrive au moins à amortir une partie de ce choc lié à cette crise sanitaire. Donc on attend bien sûr des décisions importantes. Des décisions, ça veut dire que l'Union européenne doit aider financièrement tous les États ? Mais bien évidemment. Un dernier mot là-dessus, c'est sur le déplacement de la session du Parlement européen. Déplacement cette semaine, déplacement annoncé pour la prochaine session, celle de fin mars, début avril. C'est donc la deuxième fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, ça va dans tous les sens. Jeudi dernier, on nous annonce que la session de Strasbourg est annulée, qu'elle est reportée à Bruxelles, parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de mouvements et de trafic. Il y en a tout autant à Bruxelles. Il y a des cas détectés en Alsace, mais il y a des cas détectés aussi à Bruxelles chez les employés et les fonctionnaires qui dépendent du Parlement européen. On arrive à Bruxelles, M. Sassoli, le président du Parlement, ouvre la séance qui dure 5 minutes et il la referme. Il annonce que finalement il n'y aura pas de session, qu'il y aura un ordre du jour extrêmement restreint, pas de vote. Il rentre chez lui, sur le réseau Twitter, il annonce qu'il se confine pendant 14 jours.
C'est un truc complètement, un truc de dingue. La session est annulée. On nous annonce que la semaine prochaine, tout est fermé. On peut rentrer chez nous, on est en vacances. Ça va dans tous les sens. Donc on aurait dû, dès le départ, annuler tout simplement la session plénière. Mais alors la déplacer de Strasbourg à Bruxelles, puis la rétrécir, puis ensuite nous dire on ferme tout. Enfin, on sent bien qu'on est dans l'improvisation totale. Je crois qu'il faut savoir prendre des mesures claires, de manière sereine, de manière structurée. Mais une mesure que l'Union claire, européenne est incapable de le faire, mais de toute façon elle est incapable de le faire, comme dans tous les domaines. Je pense qu'on parlera de la crise migratoire. C'est finalement Monsieur Lacapelle, enfin, juste pour vous imaginez, vous, dans votre esprit, qu'il faudrait suspendre les travaux parlementaires de la Commission européenne ou du Parlement et même, j'allais dire, en France, est-ce qu'il faut aussi suspendre les travaux parlementaires ? Moi, je ne le pense pas. À partir du moment, vous voyez, vous parliez tout à l'heure des élections qui vont avoir lieu municipales. Je crois qu'il y a des bonnes mesures qui seront prises. Je crois qu'en effet, avoir du gel, que les gens viennent avec leur propre stylo, que personne ne se serre la main, que tout le monde respecte cette discipline exprimée par les services, les personnels de santé, ça me paraît être une bonne chose. Il faut que la vie continue. Parce que il faut en effet être très sérieux et prendre les choses au sérieux, ce que la France n'a peut-être pas fait dès le départ, et on en pâtit aujourd'hui les conséquences. Maintenant, il faut juste relativiser, 2281 cas et nous sommes 66 millions d'habitants. Donc c'est aussi une autre manière d'équilibrer les choses et la vie doit continuer. Voilà. Alors il faut arrêter les grands rassemblements, il faut arrêter bien sûr tout ce qui provoque ou qui augmente le risque d'épidémie. Donc il y a des décisions à prendre. L'État, je pense que ce soir, Emmanuel Macron, et j'espère qu'il continuera à prendre des décisions renforcées. Allez, on va parler de l'Union européenne et de la crise migratoire, Julien. Oui, justement, votre vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est rendu en Grèce pour soutenir le gouvernement contre l'afflux de migrants à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Une simple question qui m'est venue quand j'ai vu Jordan Bardella venir soutenir le gouvernement grec, c'est de dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller à Moscou pour essayer de convaincre M. Poutine d'arrêter la guerre en Syrie ? Ça, de toute façon, c'est pas Emmanuel Macron qu'on peut demander quoi que ce soit, puisque vous voyez bien qu'il n'a plus aucune crédibilité. M. Erdogan, le Boud ne veut même pas le recevoir. M. Erdogan, il a un seul langage qu'il comprend, c'est le rapport de force. Donc il faut mettre en place un rapport de force. Il faut arrêter de le considérer comme un allié, c'est un adversaire. On a confié les clés de nos frontières de l'Union européenne à M. Erdogan et à la Turquie, qui n'est pas membre de l'Europe. C'est absolument incroyable et unique au monde entier. Et pour cela, on lui verse 6 milliards pour la surveillance des frontières, mais globalement 50 milliards. Et comment on aurait pu faire autrement ? Mais depuis le départ, nous le disons, le traité de Schengen est une ineptie. Nous sommes les seuls au monde à ne pas avoir de frontières. Dans 95% des pays du monde, vous avez des frontières. Et vous contrôlez. C'est comme quand vous êtes chez vous. Vous ouvrez une porte, vous la refermez. Vous l'ouvrez à moitié, vous la refermez complètement. Eh bien, c'est pareil. Je crois que chaque pays doit faire la même chose. Dans tous les pays du monde, il y a des frontières. Il n'y a que dans l'Europe, il n'y a que dans l'Union européenne qu'il n'y a pas de frontières et que tout le monde peut passer, ressortir. Mais écoutez, je crois que ça n'est pas normal. Je crois qu'aujourd'hui, cette crise à la fois sanitaire dont on parlait tout à l'heure et la crise migratoire que nous sommes en train de vivre, qui va être catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, M. Erdogan fait du chantage, nous met le pistolet sur la tempe, pousse les réfugiés à venir, nous fait croire que ce sont des réfugiés syriens, mais nos collègues, vous le citiez, Jordan Bardella comme Jérôme Rivière, étaient en Grèce hier et avant-hier. La police grecque nous le dit, en grande partie, ce sont des Pakistanais, ce sont des Afghans, il y a très très peu de Syriens. Très peu de Syriens. Mais les bombardements à Idlib, a priori, vont obliger beaucoup de Syriens à s'enfuir, et en l'occurrence, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous mettez en effet toute la responsabilité sur M. Erdogan. Est-ce qu'il n'y a pas une pression à mettre aussi sur M. Poutine pour arrêter la guerre en Syrie ? Non, moi je crois qu'il faut mettre une pression sur M. Erdogan pour arrêter l'invasion en Syrie. Voilà, moi je soutiens plutôt la démarche aujourd'hui de M. Poutine qui soutient le régime syrien. Mais je crois que c'est notre dernier rempart contre l'islamisme. Tant qu'on n'aura pas compris, on a mis Est-ce que c'est le dernier rempart contre la barbarie, M. Assad ? Contre l'islamisme, on a mis le feu en Irak, on a mis le feu en Libye, partout on a déstabilisé cette région, et M. Erdogan est en train de déstabiliser toute la Syrie et toute cette région-là en envahissant avec ses troupes le nord-ouest de la Syrie. Je crois que c'est une erreur et il faut qu'aujourd'hui l'Union européenne prenne ses responsabilités. On ne le fait pas, on va là aussi en pâtir des conséquences. Et prendre ses responsabilités, c'est aussi être plus solidaire vis-à-vis de la Grèce ?
Bien sûr qu'il faut être plus solidaire, mais ce n'est pas 700 millions pour essayer de construire des lieux pouvant héberger les migrants. C'est pas cela que l'on attend. Il faut aider les Grecs, tout simplement, à pouvoir garder leurs frontières. On a aujourd'hui quand même les forces turques qui poussent les réfugiés à pénétrer en Grèce et à rentrer dans l'Union européenne. Monsieur Lacapelle, est-ce que le Rassemblement national est crédible quand il dit ça, alors même qu'il a voté contre les mesures de renforcement des frontières et des moyens à Frontex, notamment en 2016 quand il y a eu la crise migratoire, et qu'il a refusé bien des aides économiques à la Grèce? Non, mais tout ceci était d'un grand ridicule. C'est-à-dire notre position dès le départ, on l'a dit, nous sommes contre le traité de Schengen, nous sommes pour le retour à une souveraineté territoriale, nous sommes pour le retour à des frontières. C'est aussi clair que cela. Nous voulons une grande Europe des nations, nous voulons une grande Europe des coopérations, nous voulons une grande Europe des indépendances. Vous souhaitez le renforcement des frontières, et Frontex en fait partie, justement des moyens pour renforcer cette frontière. Frontex ne protège pas les frontières. Frontex va aider l'accueil des migrants en quelque sorte. Et M. Macron, hier ou avant-hier, a donc décidé d'envoyer une vedette pour aller accueillir ou mieux accueillir les migrants qui voudraient arriver de manière clandestine en Europe. Mais c'est absolument l'inverse de ce que nous pensons. Frontex n'est pas là pour protéger, Frontex est là pour simplement pour privilégier ou pour favoriser l'entrée des clandestins en France. Mais vous estimez par exemple qu'il est inutile d'accueillir 1500 enfants migrants qui sont actuellement bloqués sur les îles grecques, par exemple? Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut... Parce que là, on prend toujours la situation, le scénario dans le sens inverse. Il faut aujourd'hui bloquer les frontières. Non, il y a une situation humanitaire également, monsieur Lacapelle. Eh bien, si ensuite on a des enfants qui sont dans une situation humanitaire difficile, on est bien évidemment là pour les accueillir, et c'est notre rôle humain, bien sûr, de le faire, et notre rôle politique de le faire. Maintenant, prenons pas les choses à l'inverse. Il faut aujourd'hui retrouver une souveraineté dans nos frontières. Il faut que Mme Merkel, qui veut accueillir en effet tous les migrants du monde, qui est responsable de la situation, parce que c'est elle qui a donné les clés à M. Erdogan avec l'ensemble de l'Union européenne, il faut que ces gens-là cessent de prendre ces décisions-là, il faut qu'on retrouve notre liberté, notre indépendance. Allez, on va parler des municipales, Jean-Lain Lacapelle, à 3 jours du premier tour. Quelles sont les villes que vous estimez prenables pour votre parti? Écoutez, nous avons un triple objectif, c'est de garder les municipalités que nous avions gagnées en 2014. Et je crois que nous le ferons, puisque 72% des administrés ont estimé qu'ils étaient très contents de la gestion municipale conduite par nos maires. Ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, nous souhaitons conquérir de nouvelles municipalités. Et il y en aura beaucoup. Il y a une inconnue aujourd'hui dans l'équation du second tour, c'est est-ce que nous serons en duel, est-ce que nous serons en triangulaire, est-ce que nous serons en quadrangulaire. Et tout ceci change la donnée d'un résultat. Donc, je ne sais pas. Mais nous avons des espoirs, bien sûr, dans les départements comme le Nord, le Pas-de-Calais, le Var, mais à Denain, je pense qu'avec Sébastien-Chenu, je pense que dans le Pas-de-Calais, nous pouvons avoir des bonnes surprises, à Bruay par exemple, à Lens, je l'espère aussi, je pense que des villes comme Perpignan peuvent être gagnées, Carpentras, il y a beaucoup d'exemples où je crois que nous allons créer la surprise. Nous avons 389 listes, 2 fois plus de listes que la République En Marche, qui finalement se cache un petit peu dans cette élection-là et qui démontre son très faible enracinement. J'espère, et c'est le troisième objectif du Rassemblement national, que nous allons poursuivre notre enracinement. Et c'est la première étape d'un long chemin qui va nous mener jusqu'à l'élection présidentielle, parce qu'il y a, de manière intermédiaire, l'année prochaine, une double étape électorale. Ce sera l'élection départementale et l'élection régionale. Et là, nous espérons bien aussi conquérir des départements comme des régions. Alors vous avez parlé justement du nombre de listes. Alors c'est vrai qu'il y en avait près de 600 lors de la précédente élection en 2014. Est-ce que le Rassemblement national et son étiquette fait encore un peu peur aux candidats? Non, mais vous savez, j'ai les chiffres devant moi. On a 389 listes au Rassemblement national, moins 142. Les Républicains, 305, moins 234. Le Parti socialiste, 175, moins 507. En fait, le mouvement, tout le monde a reculé. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile. Même Louis Alliot, qui ne se prononce pas comme Rassemblement national. Oui, mais c'est différent, il a expliqué. Je crois que Louis Alliot, il est membre du bureau exécutif. Il est député du Rassemblement national. Mais justement, pourquoi ne pas afficher clairement l'étiquette? Parce qu'il a expliqué un certain nombre de colistiers qui ont souhaité l'accompagner et qui préféraient ne pas avoir l'étiquette Rassemblement national. Il l'a parfaitement expliqué. Donc le Rassemblement national fait encore peur pour certains candidats. Mais oui, non, mais vous savez, vous avez des listes En Marche, soutenues par les Républicains, des listes républicaines, soutenues par En Marche.
Bon, je crois qu'on est absolument cohérent. C'est nous qui avons finalement le plus de listes déposées aujourd'hui en préfecture, et j'espère bien qu'elles vont se transformer par des victoires. Je le souhaite pour nos compatriotes et je souhaite pour l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez pris des décisions, Monsieur Lacapelle, enfin vous, le Rassemblement national, sur certains candidats qui ont montré quelques difficultés avec leur compte Facebook? Je pense à Alain Mondino, candidat à Villepinte, qui a été écarté pour des propos antisémites. Il y en a un autre qui est dans ma région, Rémi Meurin, à Tourcoing, qui est mis en cause pour des accointances avec les identitaires. Est-ce qu'on a fait vraiment tout le tri nécessaire lors de la commission d'investiture? Mais bien sûr, mais vous savez, vous ne pouvez pas contrôler tous les colistiers. Hein. Quand vous avez 389 listes, ce sont des milliers de personnes. Non, mais là, on parle de tête de liste. Non? D'accord, mais écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu faire. Vous savez, allez regarder dans les autres mouvements politiques, vous verrez que chacun a ses points faibles. Voilà. Donc, dès qu'on a identifié un candidat qui ne partageait pas nos valeurs et qui n'était pas compatible avec les valeurs que nous défendions, eh bien on a pris une décision, on l'a écarté, on lui a retiré donc le soutien du Rassemblement national. Les choses sont parfaitement claires, voilà. Et puis parfois, il y a eu quelques failles peut-être dans notre système. Le candidat de Roubaix, je me permets simplement d'illustrer, Philippe Lambillotte, a promis de débloquer une enveloppe de 5 millions pour les personnes âgées et puis les handicapés, à condition qu'ils soient de nationalité française. Il a dit, ça a été validé par le Rassemblement national, mais c'est a priori illégal. Vous en avez entendu parler ou Non, je n'en ai pas entendu parler. Je découvre cet exemple-là. Je ne sais pas, il doit faire allusion à la priorité nationale, mais je n'étais pas au courant de ce cas-là, donc on est sur un cas spécifique. Les époux Maigret ont tenté et a priori, c'était pas marché. Vous savez, le programme municipal du Rassemblement national, il est absolument clair. Les deux préoccupations principales des Français, ils l'ont dit dans une enquête d'opinion dernièrement, c'est la fiscalité et la sécurité. C'est les deux sujets sur lesquels nous sommes les plus forts. Dans toutes nos municipalités, voilà pourquoi nous les garderons, eh bien nous avons jamais augmenté la fiscalité, nous l'avons même baissé. On parlait des Hauts-de-France, eh bien à Hénin-Beaumont, on a baissé la fiscalité. Dans toutes les villes de France, et là on ne l'a pas baissé, on l'a stabilisé, c'est là où la ville était endettée, ce fut le cas de Fréjus, et on a baissé les problèmes de sécurité dans toutes les villes. À Hénin-Beaumont, on a baissé de 12%. Une dernière question pour finir, Jean-Marc Lacapelle. Monsieur Lacapelle, c'est vrai que vous parliez d'endettement, c'est important évidemment de le savoir. Dans quelle situation se trouve le Rassemblement national? Au 31 décembre 2018, le total des dettes s'élevait à 24 millions. Concrètement, est-ce que le Rassemblement national est au bord de la faillite? Non, il ne l'est pas. Le Rassemblement national est le seul mouvement politique qui prête à ses candidats pour les élections. Ce fut le cas des élections législatives dernières. Le seul parti politique auprès duquel les banques françaises et européennes ne prêtent pas un seul euro, ceci inadmissible dans une démocratie. Monsieur Macron, dans sa campagne, avait fait une promesse, je vais créer la banque de la démocratie. Monsieur Bayrou avait porté le projet, il est tombé à l'eau, c'est inadmissible. Nous attendons aujourd'hui, nous, de la part du gouvernement, qu'il tienne ses promesses. Il n'est pas normal que le premier parti politique de France, qui s'appelle le Rassemblement national, n'ait pas les moyens de prêter à ses candidats. Pour finir sur cet emprunt national que vous avez lancé, rémunéré à 5%, est-ce que vous serez en capacité de le rembourser? Et bien évidemment, mais nous sommes en train de rembourser tout simplement l'emprunt qui avait été contracté auprès de Jordan Bardella, tête de liste européenne. Nous sommes en train de rembourser tous les candidats et nous honorons toujours nos dettes. Et croyez-moi que si nous ne le faisions pas, cela se saurait. Donc le grand emprunt national va être lancé, comme l'a précisé notre présidente Marine Le Pen. Et je pense que là, une fois de plus, on peut compter sur nos compatriotes pour nous faire confiance et pour nous apporter leur aide et pour jouer le rôle que l'État aurait dû jouer. Et merci beaucoup. Merci Jean-Marc Lacapelle d'avoir été avec nous ce matin. Merci Julien Lécuyer. Merci Oriane. On va passer tout de suite au club des municipales. Merci beaucoup. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, dans ce Club des municipales, on va poursuivre notre tour de France de la campagne. On parlera de Lyon et de Saint-Etienne où des débats entre les candidats avaient lieu hier soir. On ira en Corrèze faire un point sur la campagne à Brive et à Tulle. Et puis on ira à Marseille retrouver Guillaume Ricavi de la Provence pour un sondage dans la cité phocéenne que vous allez découvrir. Et puis un point sur la campagne à Arles et à Aix-en-Provence. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région.
région. Dernière étape de notre Tour de France de la campagne avant le premier tour des municipales. Aujourd'hui, direction Pau, où François Bayrou est candidat à sa propre succession. Et vous allez le voir que si en 2014, il s'était battu pour arracher la ville aux socialistes, cette fois, il pourrait être réélu et dès le premier tour. Cécile Sixou et Audrey Vuettas se sont rendus à Pau. Ici à Pau, la campagne se fait avec un grand absent, François Bayrou, le maire de Pau qui n'a pas d'opposition, ni LR, ni LREM qui se sont ralliés à sa candidature. Et face à lui, une gauche qui part en ordre dispersé, a un boulevard pour l'emporter. Du coup, pour cette campagne, il fait le strict minimum, ce qui déplaît à ses adversaires, et notamment Jean-François Blanco, le candidat écologiste. Il se présente comme celui qui gagnera à tous les coups cette élection et qui n'a pas besoin de participer au débat. Alors peut-être le pense-t-il, mais nous verrons. Bonjour Jean-François Blanco. Ce soir, vous avez été invité, comme tous les candidats ici à Pau, à participer à un grand oral sur le vélo. Tous les candidats sont présents, mais il y a un absent, c'est le favori de cette élection, François Bayrou. Est-ce que vous le trouvez présent quand même sur le terrain ici à Pau, dans cette campagne ou pas? Son absence ce soir confirme que pour lui, la marche à pied, le vélo sont des sujets secondaires. Sa politique a consisté à créer du danger pour les utilisateurs du vélo en ne créant pas de pistes cyclables en continuité et sécurisée. Il se désintéresse du vélo comme il se désintéresse des mobilités douces. François Bayrou est donné favori. Vous, à gauche, vous n'avez pas réussi à réunir vos listes. Alors pourquoi vous n'avez pas réussi? L'accord avec la liste des socialistes et des communistes était impossible car nous ne partageons pas le diagnostic sur la gravité de la crise climatique. Est-ce que vous ne lui créez pas un boulevard à François Bayrou en partant désunis à ces élections? Absolument pas. Au second tour, les Paloises et les Palois auront le choix entre ma liste pour l'écologie et le passé, l'ancien monde de François Bayrou, qui est dans la politique depuis 40 ans. C'est un homme du passé qui n'a pas compris l'exigence climatique. Bonjour Kenny Bertonazzi, vous êtes sur la liste de François Bayrou. Alors pourquoi il n'était pas là ce soir? Comme il le fait souvent sur certains sujets, c'est d'abord une équipe. Il n'y a pas que François Bayrou qui est tête de liste et qui s'appuie sur les membres de sa liste pour pouvoir parfois le représenter. On l'a entendu ce soir, ses adversaires lui reprochent de ne pas être là et lui reprochent de ne pas faire campagne. Est-ce que c'est vrai? Non, on fait campagne depuis 6 ans, depuis le début du mandat. On n'a pas besoin de pouvoir prouver quelque chose de plus maintenant qu'avant. Vous pourriez passer dès le premier tour? Il ne faut surtout pas le dire parce que cela pourrait démobiliser l'électorat. C'est pas facile tous les jours, mais c'est très très bien. Ouais. Non, moi je suis très contente. Non, mais on a besoin de gens comme vous dans cette ville de Pau pour redynamiser un peu cette rue. Moi je suis contente. Bonjour Jérôme Marbeau. Bonjour. Ici à Pau, il y a deux listes à gauche, la vôtre et celle de Jean-François Blanco. Est-ce que vous avez l'impression que François Bayrou fait campagne? Il a repoussé le plus longtemps possible son entrée en campagne avec une déclaration très tardive. Puis on le voit, il n'est pas vraiment à la campagne. En réalité, comme depuis 6 ans, sa tête est ailleurs. Sa tête est à sa carrière nationale, ses ambitions nationales, son amitié avec Emmanuel Macron. Et c'est pas vraiment ni Pau ni les Palois et les Paloises qui l'intéressent. Pour vous, c'est pas un petit peu difficile d'avoir face à vous un rival qui n'est pas présent? Vous savez, nous, on a commencé la campagne depuis plus de 6 mois. On n'a pas attendu François Bayrou pour le faire. Et donc, on est dans cette logique-là de dialogue. Les campagnes électorales sont une respiration démocratique. Le 15 mars prochain, François Bayrou pourrait être élu dès le premier tour, mais sa mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen pourrait l'obliger dans les 6 ans à venir à quitter son fauteuil de maire s'il est condamné. Et voilà pour ce reportage de Cécile Sixou et Audrey Vuettas à Pau. On va regarder ensemble la liste des candidats déclarés à la mairie de Pau. Et on va débuter ce club. Bonjour Jérôme Cordelier. Bonjour Dominique de Montvalon. Bonjour Thierry Dupont. Rebonjour Fanny. On commence donc par ce reportage à Pau, Jérôme, et François Bayrou qui semble avoir un boulevard devant lui pour cette élection. Le boulevard des Pyrénées, le fameux boulevard des Pyrénées, magnifique, les Champs-Élysées de Pau. Non, mais bon, reportage, on voit bien, c'est un peu haro. Il y a haro sur le Baudet, là, c'est haro sur le Bayrou. Bon, c'est un classique, évidemment, quand on a une personnalité nationale, d'envergure nationale. Bon, bah, tout le monde essaye de le contester, et c'est plutôt sain démocratiquement. Sauf qu'ils sont divisés. Voilà, sauf, voilà, et donc émietté, donc évidemment,
François Bayrou, voilà. Alors je réagissais juste parce que je connais un petit peu la région et la ville, et j'avais suivi surtout les autres campagnes municipales avec François Bayrou. D'ailleurs, une qu'il avait perdue, hein, et puis après l'autre victorieuse. Bon, c'était à chaque fois le même processus. C'est pas très juste de dire que il a la tête à Paris et que voilà, parce que justement, enfin, on est bien placés, nous journalistes, pour le savoir, c'est que il fallait faire le fameux voyage vers les Pyrénées. Vous savez, c'est un voyage depuis le XVIIIe siècle qui est assez fait par beaucoup de monde, un pèlerinage. Mais pour aller voir François Bayrou, je trouve que François Bayrou, justement, était plutôt replié en terre béarnaise ces derniers temps, et surtout dans la ville de Pau. Et puis voilà, donc c'était pas encore André Labarrère. C'est qu'il a des ambitions nationales. C'était pas André Labarrère, mais on peut pas dire qu'il était uniquement à Paris, parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses pour Pau. Les ambitions nationales, elles sont quand même largement obérées par sa mise en examen. C'est vrai que l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen, avec sa mise en examen, crée quand même un trouble. Alors, je ne sais pas si ça va créer un trouble chez les électeurs palois, ça je ne crois pas tellement, mais en tout cas, on ne sait pas très bien comment va se dérouler son mandat s'il est réélu maire de Pau, et ça n'augure rien de bon pour une future carrière nationale, quand bien même Emmanuel Macron serait venu le soutenir le 14 janvier. Il n'y a pas beaucoup de maires dont même les adversaires disent, en ne le souhaitant pas, qu'il peut être élu au premier tour. Ça dit assez éloquemment l'ancrage de Bayrou à Pau. Quant aux opposants, c'est de bonne guerre. Aux opposants locaux, c'est de bonne guerre. Mais Bayrou aurait aimé s'il n'a pas été freiné par les ennuis judiciaires qu'on a évoqués, qui ne sont pas terminés, il aurait aimé jouer un rôle majeur sur la scène nationale. Il joue un rôle, mais qui est plus discret, son véritable ancrage. On va voir après qu'est-ce que ça donne dans les urnes. Son véritable ancrage, c'est Pau, évidemment. Un mot peut-être sur la stratégie des Républicains, puisque François Bayrou, c'est une figure néanmoins nationale, et les Républicains ont décidé de ne pas présenter de candidat à Pau. Ils se rallient à François Bayrou, soutenu évidemment par le MoDem et par la République En Marche. C'est une stratégie qui interroge de la part des Républicains ? C'est une stratégie de l'Aquitaine. Non, mais c'est vrai qu'il faut regarder ça quand même. Il y avait des accords entre Bayrou et Juppé. Et donc voilà. Et puis les Républicains étaient avec lui en 2014. Ils ont participé à l'exécutif pendant tout le mandat. Donc ils disent on n'avait aucune raison d'aller contre lui maintenant. C'est pas parce que nationalement nos avis divergent que localement on doit s'opposer. Plus prosaïquement, c'est pas une terre pour les Républicains. Hein. Enfin, je veux dire. André Labarrère, socialiste, maire pendant très longtemps, voilà. Madame Linière-Cassou, elle venait quand même de l'extrême gauche à l'origine, voilà. Bon, Bayrou, voilà, centre radical socialiste. Même si je ne suis pas sûr que ça ait encore un sens, mais voilà. Si, au sens d'un climat qui vient de loin, un contexte qui serait difficile pour nous de définir concrètement. Centre-gauche, quoi. Ou mendésiste. Mais de toute façon, s'agissant des Républicains, mieux vaut pour eux soutenir, ce qui est assez logique, Bayrou, plus ou moins activement, que de prendre une raclée. Il faut être clair. On joue gagnant. Allez, puisqu'on parle de François Bayrou, on va s'interroger sur la stratégie du MoDem durant ces municipales. Si Emmanuel Macron et François Bayrou affichent une alliance claire sur le plan national, il n'en est pas toujours de même entre la République En Marche et le MoDem durant ces municipales. On va voir ça avec Samia Dechier. Allié des marcheurs au gouvernement et à l'Assemblée nationale, le MoDem prend ses distances pour les municipales. À première vue, le parti centriste et la majorité présidentielle font liste commune dans les grandes villes comme Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Montpellier et bien sûr Pau, où François Bayrou conduira les troupes pour briguer sa réélection. Mais ailleurs, le MoDem a souvent choisi de faire bande à part. C'est le cas à Reims, Rennes, Dijon, Limoges, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Bordeaux, Aix-en-Provence, Toulouse ou encore Marseille, soit une dizaine de villes clés au moins. Une étrange alliance au cas par cas qui s'explique par une situation bien différente des deux partenaires. Alors que la République En Marche, jeune et peu implantée, s'attend à une débâcle au municipal, le MoDem, lui, bénéficie d'un bon maillage territorial sur lequel il préfère miser. Là où il gouverne déjà avec d'autres partis, les centristes suivent donc l'équipe sortante, qu'elle soit de gauche comme celle de François Rebsamen à Dijon, ou de droite à Bordeaux par exemple, où leur soutien va à Nicolas Florian, successeur d'Alain Juppé.
Jérôme Cordelier, comment vous voyez cette stratégie du MoDem durant ces élections municipales? Vous savez, de toute façon, les élections municipales, comme on sait, c'est des élections locales. Donc les stratégies des partis des uns et des autres, vous avez plein de grands-maires, je veux dire, à Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui est soutenu à la fois par LR et LREM, à Nice, Christian Estrosi, voilà, aussi fait un peu le plein de toutes les forces. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une stratégie de parti. Pour les même si évidemment au soir du premier tour vous aurez tous les partis sur tous les plateaux de télé qui diront on a gagné, ou en tout cas c'est moins pire que ce qu'on pouvait le penser. Voilà, le candidat Rassemblement National a déjà commencé chez vous là il y a quelques minutes en disant nous sommes les seuls cohérents et les seuls ancrés localement. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est une élection locale, et de plus en plus, puisque de toute façon les étiquettes partisanes déjà au point de vue national sont déjà brouillées dans la tête des électeurs, mais alors au point de vue local maintenant évidemment c'est non seulement on vote pour quelqu'un, on vote pour un projet de plus en plus, et on verra peut-être après une prime aussi aux maires sortants, comme on le voit dans les différents sondages. Est-ce que ça peut laisser des traces, cette stratégie locale différenciée entre La République En Marche et le MoDem? Ça laissera des traces selon le résultat acquis. On verra par exemple à Bordeaux. Vous savez, là il y a deux choses qui me paraissent frappantes. D'abord, il y a la grande tradition historique, quelles que soient les étiquettes, des centristes qui regardent tantôt sur leur gauche, tantôt sur leur droite. C'est structurel, c'est dans leur ADN. Et puis, il y a une autre chose. Alors, dans le contexte actuel, on oublie un peu ça, mais il n'y a pas si longtemps, notamment, pour ne pas remonter plus après les élections européennes, les En Marche, les marcheurs, les macronistes purs et durs, si je puis dire, étaient assez arrogants. Et ils n'accordaient à leur modeste allié, de leur point de vue, il est peut-être moins modeste que ça, qu'une place limitée. Et donc, d'une certaine manière, ce petit jeu de bascule, si l'on peut dire, ou en tout cas de regarder d'un côté ou de l'autre, c'est de dire, attendez, ne nous sous-estimez pas, vous vous apercevrez qu'on a un meilleur ancrage que vous et qu'on peut à l'arrivée vous damer le pion. Ça compte aussi, mais aujourd'hui, les marcheurs, s'ils étaient arrogants avant-hier, ils sont devenus très modestes. Et justement, pour poursuivre ce que dit Dominique, est-ce que le MoDem peut sortir renforcé par rapport à La République En Marche de ces élections municipales? Il risque d'être vainqueur là où La République En Marche pourrait être vaincue. On pense par exemple à Bordeaux. Il faut tenir compte de la trajectoire historique du MoDem qui vient quand même du centre droit, qui a appelé François Bayrou et quand même appelé à voter François Hollande. Donc voilà. Et donc en 2014, ils ont fait des alliances sur les deux côtés. Et donc aujourd'hui, comme on vient d'en parler à Pau, ils n'ont aucune raison de renier leur engagement. Si tout s'est bien passé pendant le mandat, pourquoi iraient-ils contre la personne avec qui ils avaient fait un accord? Donc voilà, je pense par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour les prochaines échéances, que ce soit départementales ou régionales, là, il faudra davantage de clarté. Et je pense que c'est ce que va réclamer La République En Marche. Et on suivra bien sûr tout ça. On va continuer notre tour de France de la campagne. On était à Pau, on va aller en Corrèze. On va retrouver Cyril Gréguy. Bonjour Cyril, vous êtes le rédacteur en chef de La Vie corrézienne. On va parler avec vous de deux villes, de Tulle et de Brive. Mais d'abord, un point général sur ces municipales en Corrèze. Une campagne tranquille, même s'il y a un peu d'inquiétude depuis quelques jours avec le coronavirus, qui fait craindre à certains une abstention record, d'autant que dans 70% des communes corréziennes, il n'y a qu'une seule liste. Et ailleurs, il y a souvent deux listes, donc tout devrait se jouer au premier tour, a priori, par les communes. Allez, je le disais, on va s'intéresser à deux villes en particulier. On va commencer par la ville de Tulle. À Tulle, c'est un petit peu symbolique, puisque c'est la dernière ville majeure de Corrèze tenue par la gauche. Bernard Combe, qui est un très très proche de François Hollande, sera opposé au divers droite Raphaël Chaumeil, qui n'a pas reçu le soutien de Corrèze Demain, qui est l'association qui fédère la droite et le centre corrézien. A priori, Combe devrait repasser, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, donc Tulle, une ville à suivre, si on vous comprend bien, dimanche soir. L'autre ville, c'est Brive. Oui, Brive, la ville principale du département. Le maire sortant, Frédéric Soulier, vise une élection au premier tour, sachant qu'il a en face de lui trois listes plutôt orientées à gauche. Donc, si ça devait aller au second tour, ça pourrait être un peu plus compliqué pour lui. À suivre, donc. Donc, c'est deux élections qui sont plutôt incertaines, à la fois à Brive, à la fois à Tulle. Incertaine, c'est un bien grand mot. A priori, que ce soit Bernard Combe ou Frédéric Soulier, il doit avoir droit à la prime au sortant. Mais bon, on n'est pas à l'abri de surprise. Tant que ce n'est pas joué,
ils ne vendront pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué a priori. Merci beaucoup. Merci Cyril. On va regarder la une de la vie corrézienne qui est consacrée au coronavirus. On va la voir ensemble. Coronavirus, pas de panique. Et puis à lire dans la vie corrézienne, eh bien, les points chauds, les différentes villes, on le voit, hein, Brive, Tulle, Ussel, les points chauds passés au crible. C'est à lire dans votre journal. Merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous. Un mot sur ces villes, Jérôme Cordelier? Oui, Bernard Combe est très implanté à Tulle, hein, donc les surprises, moi je veux bien qu'on ménage le suspense, mais bon, enfin voilà, 65% au premier tour en 2014. Le plus proche de François Hollande. Quant à Frédéric Soulier, que je connais bien, puisque je suis d'origine briviste. C'est pour ça qu'on commence par vous sur ce sujet. Donc, non mais Frédéric Soulier aussi, à Brive, il est assez tranquille. Hein, le premier tour évidemment, mais il n'a pas été élu au premier tour la dernière fois. Donc, voilà, et en plus, vous savez, maintenant, c'est le grand soutien de Valérie Pécresse, hein, qui en a fait un peu sa base arrière maintenant, puisque son mari est aussi corrézien à côté. Donc voilà, mais bon, on peut dire que je pense que là, la prime au maire sortant, dans les deux cas, va jouer. Va jouer. Dominique. Je partage tout à fait votre avis, puis en plus, c'est un avis de local. Je me garderai ça. J'aime toujours parler de courage. Vous avez raison. Et d'ailleurs, vous avez d'autant plus... Pardon d'avoir l'air de donner un jugement de valeur, mais en tout cas, je vous comprends et je vous approuve. Mais ce qui est intéressant aussi, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était historiquement une terre de gauche, qui est devenue ensuite une terre... du chiracisme dans la version Ratsock, hein, c'est un peu comme ça. Et donc c'est intéressant de voir cet endroit, cette région clé, intéressante et attractive, mais clé politiquement, quel est le chemin qu'elle prend aujourd'hui dans le charivari politique qui prévaut un peu partout. D'un niveau du local, mais parce qu'il y a plusieurs Corrèzes, comme vous le savez, Dominique. Donc il y a la haute, la basse Corrèze. Et évidemment, Jacques Chirac avait réussi à en faire un fief plutôt en Haute-Corrèze, et la région de Tulle est restée quand même toujours socialiste, radical-socialiste et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que Hollande a bien pu s'implanter. Mais le Chirac corrézien n'était pas loin de cette partie de la Corrèze aussi à gauche. Mais le maire précédent de Brive était socialiste. Hein, donc, allez, on va quitter votre beau département de la Corrèze. Vous nous en voulez pas, Jérôme, on va faire... Terre très politique. Mais exactement, et terre de président de la République. Et qui a aussi donné 4 papes, hein, je tiens à le dire, c'est important. Des papes et des présidents de la République. 4 papes de président de la République pour un petit département comme ça, c'est important. Allez, on va continuer le tour de la campagne. On va voir les dernières infos avec Fanny. Et Fanny, on commence avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, on commence avec Saint-Étienne. Ce débat organisé avec nos confrères de TL7 en partenariat avec Public Sénat, un débat enregistré hier et qui sera diffusé ce soir sur TL7 et demain matin sur notre antenne. Les 8 candidats étaient présents. Parmi les thématiques abordées, la sécurité, l'aménagement et le développement durable. Je vous propose de regarder un extrait. Je vous donne le contexte. Sophie Robert, candidate du Rassemblement national, vient de parler d'une de ses propositions, mettre en place un contrat d'achat groupé d'électricité et de gaz vert, 10% moins cher pour le consommateur et avec une prime de 100 € par foyer lors de la souscription. Elle est interpellée par le maire sortant LR Gaël Perdriau sur le budget que représenterait cette mesure. Regardez. Dans le budget stéphanois, combien va représenter la prime de 100 € par foyer pour les Stéphanois? Bien sûr, puisque en fait, on est rapporteur... Ça fait combien, Madame Robert? Combien de millions d'euros? Laissez-moi vous répondre. On est rapporteur d'affaires, donc à ce titre-là, on va être rémunéré par contrat de 200 €. On en verse combien de millions d'euros, Madame Robert? On en verse 100 € à chaque contribuable. Combien de millions d'euros? On garde 200 €. Je ne peux pas vous dire en montant global. Ça représente... Non, excusez-moi d'interrompre votre débat, mais c'est moi qui suis interrogé, monsieur le maire. 9 millions d'euros. Voilà, bon, on va regarder maintenant un autre débat. Oui, c'était animé. Autre débat à Lyon. Débat ce soir. Voilà. Ou demain. Merci de diffuser sur TL7 et sur Public Sénat. On va à Lyon maintenant. Débat aussi organisé par nos confrères, cette fois du Progrès et de France 3. Les 6 principaux candidats se sont affrontés. Ils ont présenté leur programme. Ils ont débattu des 3 grands thèmes de la campagne, le transport, le logement et l'environnement. Je vous propose d'écouter cet échange entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Il est question de l'attractivité de la ville face aux défis écologiques. On sent un petit peu de tension entre les deux proches devenus adversaires. Regardez. En 2019, on a fait le meilleur de la dynamique économique de Lyon. Merci, monsieur Collomb.
Oui, non mais c'est quelque chose, moi je reconnais, mais qui date de loin. Parce que ce qu'on a fait sur la vallée de la chimie dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'appel des 30 que j'ai lancé. C'est Axel One que j'ai lancé. Avec moi, oui, à l'époque, nous étions tous les deux ensemble et nous partagions les mêmes idées. J'ai vu depuis que vous preniez un autre chemin. Le monde a changé. Et évidemment, je le regrette beaucoup. Le type d'échange là auquel on vient d'assister entre le père et son fils et le bilan partagé et qu'on se revendique l'un en tant que premier vice-président, l'autre en tant que président, ne donne pas forcément un très beau tableau de cette vie politique et des clivages supposés. Voilà pour cet échange entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld. On est dans l'illustration des divisions locales de La République En Marche. Oui, enfin des divisions lyonnaises, hein, parce que Collomb, voilà, c'est Dallas à Lyon. Donc entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb. C'est intéressant comme débat, cela dit. Moi, ce qui me frappe aussi... C'est vivant, c'est vif. Oui. Et ce qui me frappe, c'est c'est la remontée en force à la fin de cette campagne, et c'est complètement logique, mais on l'attendait de tous les sujets concrets de la vie quotidienne. Hein. C'est-à-dire propreté, sécurité, la vie quotidienne, enfin ce qu'on vient d'entendre là. Sinon, c'est passionnant. Ce que soulève l'opposante à Saint-Étienne, par exemple, face à Gaël Perdriau, c'est un vrai sujet quand même. Oui. Donc c'est un vrai sujet important pour l'avenir de la ville. Donc, il était temps que les vrais sujets surgissent. Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps maintenant. Oui. Ce qui est drôle, c'est de voir l'environnement à Lyon, la place que ça a occupé dans les débats, et y compris chez des gens dont on ne pouvait pas au départ soupçonner leur écologisme forcené. Qui est dû aussi à la montée des Verts, hein, c'est-à-dire la montée des Verts localement. Qui est dû aussi au vrai problème de pollution qu'il peut y avoir de façon récurrente à Lyon, puisque je crois que l'avoir lu déjà dans Le Point, et il y a eu 33 pics de pollution en 2019, donc voilà, ça interpelle les gens. Et alors, une des villes les plus polluées avec Lille. Avant, on parlait de Grenoble dans la région. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, c'est devenu Lyon. C'est Lyon. Et on voit que tout le monde est obligé de verdir son programme. Et alors, à contrario, il y a des grands projets. Hein, Étienne Blanc veut faire beaucoup de choses. Yann Cuchera aussi pour Gérard Collomb. Et alors, ce qui est marrant de voir, c'est que les Verts, eux, sont plutôt dans l'écologie du quotidien, avec plutôt des choses très concrètes plutôt que des grands projets. Donc voilà, en tout cas, ça s'est imposé comme l'un des thèmes principaux de la campagne lyonnaise. Allez, on va continuer ce journal de campagne. On retourne à Lyon, Fanny ? Oui, excusez-moi, juste, il y a une erreur dans l'extrait qu'on vient de diffuser au niveau on me dit, de Renaud Père, qui a mal été synthétisé, qui est candidat de la gauche unie, c'est ça, on me dit. En régie, il y avait visiblement un problème de synthé. Excusez-nous. Faites bien On poursuit maintenant à Lyon. On l'a vu, il y avait le débat hier soir, et pendant ce temps, la campagne sur le terrain continuait pour la gauche unie. La candidate Sandrine Runel tenait un meeting de fin de campagne en présence d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Sandrine Runel, qui a donc souhaité maintenir ce rendez-vous malgré le coronavirus. Autre rendez-vous maintenu, c'est la réunion publique que doit tenir Édouard Philippe au Havre. Regardez cette vidéo. Le jeudi 12 mars prochain, à partir de 18h, salle des fêtes de Bléville, je vous donne rendez-vous avec les 60 colistiers qui m'accompagnent pour vous parler du Havre, pour vous parler de ce que l'on veut faire dans les 6 années qui viennent, pour nous mobiliser au maximum avant le premier tour de l'élection municipale. Alors cette réunion au Havre, c'est une exception, parce qu'on rappelle que face au coronavirus, de nombreux candidats ont annulé leur meeting et leur réunion. C'est le cas de l'écologiste Rudy L'Orphelin à Caen, meeting annulé ce soir, un meeting auquel devait assister l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage et le député européen David Cormand. Annulation aussi à Paris du 3e meeting de David Béliard, candidat européen, candidat Écologie Les Verts, meeting qui était prévu ce soir au Bataclan, meeting annulé. Pendant ce temps-là, dans le Nord, la campagne, elle continue. Marine Le Pen était hier en déplacement à Calais pour soutenir la candidature de la tête de liste RN, liste où figure sa sœur Marie-Caroline, qui est 18e, qui est sur la liste RN. Marie-Caroline, qui avait fait dissidence en 98 en suivant son mari Bruno Maigret et qui est revenue au Front National en 2016, devenu depuis le Rassemblement National. Et on va maintenant à Montpellier, Fanny ? Oui, avec ce sondage, un sondage Odoxa. Regardez à Montpellier, Philippe Sorel, maire sortant, devrait arriver très largement en tête avec 21% des voix. C'est près du double des autres candidats pour le moment. Moed Altrad est avec 13% des intentions de vote. Miguel Delafosse, 10% et Olaf Rockvam, 10% également. Voilà, Olaf Rockvam qui a perdu l'étiquette RN, contrairement à ce qu'il a écrit. Est-ce que je peux dire une petite chose ?
peur qu'on ait fait une toute petite... Vous m'en voulez pas? Non, je vous en prie. Vous avez présenté la sœur de Marine Le Pen comme l'épouse, si j'ai bien compris, de Bruno Maigret, non? Oui, c'est ça. C'est une erreur. Elle a rallié Bruno Maigret politiquement parlant. Alors excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Non. Alors, on se parle très tranquillement. Entre confrères et consoeurs, voilà, c'est pas grave. Que celui qui n'a jamais fait une petite erreur, mais c'est pas conjugal. Excusez-moi, je suis pas spécialiste du Rassemblement national, donc désolé. Voilà. Excusez-moi pour cette erreur. On finit avec cette information. À Lille, une enquête a été ouverte contre le candidat LR Marc-Philippe Daubresse. La justice se penche sur les dépenses douteuses faites lors de son mandat de député entre 2015 et 2017. Marc-Philippe Daubresse qui dément et annonce qu'il va porter plainte pour diffamation. Voilà pour ce journal. Merci beaucoup Fanny. Un mot peut-être sur ce sondage à Montpellier qui est l'une des villes les plus incertaines pour ce premier tour. Oui, mais Philippe Sorel, il adore être seul contre tous. Donc là, il est assez servi puisqu'il y a un émiettement. Et là, on ne sait pas face à qui il sera. Voilà, il y a un émiettement des listes, mais c'est vrai que l'élection risque d'être tendue. Mais il est sincèrement pour le suivre depuis très longtemps, même avant qu'il soit maire. Il a toujours été très bon. Oui, je suis voilà. Il dit je n'ai besoin ni de Paris ni des partis politiques. Et donc il veut faire il veut être tranquille chez lui et faire c'est ça. Allez, on va passer de Montpellier, on va aller à Marseille. Comme tous les jeudis, on va retrouver Guilhem Ricavi. Bonjour Guilhem. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Guilhem, directeur des rédactions de La Provence. Et on commence avec ce sondage à la une de La Provence, puisque cette semaine, vous publiez des sondages dans les secteurs clés de la ville. Et aujourd'hui, le 4e et le 5e arrondissement, c'est le secteur de Bruno Gilles. Effectivement, le secteur, j'allais dire, historique de Bruno Gilles, qui a été élu plusieurs fois maire de secteur dans cet arrondissement, qui a laissé la place à une très proche sur cette dernière mandature, Marine Pustorino, et Bruno Gilles qui, sans surprise, j'allais dire, arrive en tête de cette enquête des intentions de vote avec 27% des voix. Il devance un trio qui est lui très serré, composé du printemps marseillais, de la candidate du printemps marseillais, Michèle Rubirola, qui est donc cette gauche plurielle marseillaise, le Rassemblement national, et puis le candidat officiel des Républicains de la liste de Martine Vassal, Jean-Philippe Agresti, qui est le doyen de la fac de droit. Donc ce sondage aujourd'hui dans les 4-5 et demain, dernier sondage dans les secteurs marseillais, un swing secteur là aussi important, c'est les 13e et 14e arrondissements qui ont été détenus pendant très longtemps par le candidat du Rassemblement national, Stéphane Ravier. Voilà, très très bien ce mot de swing secteur. On rappelle qu'hier, vous avez publié évidemment le sondage de Martine Vassal. On va quitter Aix, on va quitter Marseille et on va voir ce qui se passe du côté d'Aix-en-Provence, Guilhem. Alors Aix, là aussi on va publier demain dans notre édition d'Aix-en-Provence un sondage sur les intentions de vote. Aix où tout est très incertain puisqu'il y a 10 candidats engagés, de nombreuses dissidences d'une part. Il y avait une incertitude liée à la possibilité de candidature de Maryse Joassaint à la tête de la ville depuis le début des années 2000. Maryse Joassaint qui est donc bien candidate et qui a toutes ses chances dans une ville où elle est globalement appréciée par la population, mais où La République En Marche plaît aussi énormément. Il suffit de voir le score de la présidentielle, 27% de voix pour le parti d'Emmanuel Macron. Sauf que là, plusieurs candidats se revendiquent sous cette étiquette de La République En Marche et plus largement du centre. Scrutin très incertain à surveiller dimanche soir. Et on termine par un petit tour du côté d'Arles. Alors Arles, effectivement, qui vient de connaître un gros coup dur qui n'a rien à voir avec la campagne. C'est l'annonce hier par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'annulation de la feria de Pâques qui doit avoir lieu en avril. C'est un rendez-vous très important pour la tradition arlésienne et camarguaise. Le provençalisme est très implanté à Arles. C'est un coup dur pour l'économie de la ville. 300 000 personnes viennent chaque année assister aux corridas et faire la fête. Et puis c'est un coup dur également pour la filière taurine, très importante en Camargue, qui aura peut-être du mal à se relever de ce coup dur. Ce qui est certain, c'est que dans notre édition du jour de la Provence à Arles, eh bien, c'est Patrick de Carolis, l'ancien président de France Télévisions, qui s'exprime et qui donne sa vision de son programme, puisqu'il est candidat pour cette mairie d'Arles, pour succéder à Hervé Schiavetti, le maire communiste en place depuis 19 ans, et qui explique au final que pas grand-chose n'a été fait pendant 19 ans, que lui a un projet, qu'il veut aider les Arlésiens dans leur quotidien sur des questions de sécurité, de voirie. Il parle notamment de lancer, s'il était élu, un plan Marshall pour la voirie à Arles et puis également un plan pour soutenir l'économie
qui est en souffrance, selon lui, dans la cité antique, sur les bords du Rhône. Merci beaucoup Guilhem, restez avec nous puisqu'on va parler un petit peu de Marseille avec le club. On peut encore avoir besoin de vos lumières. Jérôme, Marseille, on voit Martine Vassal qui dans le sondage de la Provence est donné en tête, mais talonné par Stéphane Ravier. Oui, bah, bien sûr, bon, on s'y attendait un petit peu. Hein. Donc voilà, je pense que de toute façon, Martine Vassal sera maire. Donc... Il est drôle de voir que la fin de campagne est un peu polluée par les polémiques et les affaires. Il y a eu pas mal d'attaques contre Martine Vassal sur le fait qu'elle utilise ses fonctions à la tête de la métropole et du département pour, d'une certaine façon, faire campagne en accordant ou pas des subventions à des gens qui pourraient la soutenir. Et puis on voit que la candidate du printemps marseillais, Michèle Rubirola, est elle aussi attaquée alors cette fois-ci, elle a subi une opération et certains adversaires l'accusent d'avoir fait campagne alors qu'elle était indemnisée par la sécurité sociale. Donc elle est sommée de s'expliquer. La fin de campagne n'est pas très sereine, quoi. Alors, si jamais Martine Vassal l'emporte, elle apparaît pour l'instant comme favorite. Ce sera quand même un événement dans la vie marseillaise. Qui aurait imaginé il y a 1 an, ou a fortiori il y a 2 ans, que cette femme connue, respectée, mais puisse s'imposer à Marseille. J'ose pas dire en plus dans un monde un peu macho, mais voilà. Enfin, elle a quand même été la première, je me rappelle, présidente du département. Bouches-du-Rhône depuis la Libération. On va poser juste une dernière question. Elle a été très poussée par Jean-Claude Gaudin, qui reste quand même un petit peu le maître des ordres. Ça confirme que Gaudin a encore le bras long, il a de l'influence, ce dont je ne doutais pas personnellement, pas plus que vous. Mais d'autre part, s'installer à l'hôtel de ville, c'est encore autre chose par rapport, il y a une symbolique. Dans le fauteuil de Gaston Defferre. On va poser une dernière question rapidement à Guilhem Ricavi. Guilhem, très rapidement, on le voit dans vos sondages, aussi bien Martine Vassal que Bruno Gilles sont en tête dans leur secteur. Est-ce que ça va compliquer les tractations d'entre-deux tours ? Alors on peut imaginer que ça va surtout permettre aux tractations de véritablement débuter, parce que Martine Vassal et donc le candidat dissident Bruno Gilles, même s'ils avouent chacun être amis et se respecter, n'ont pas véritablement de dialogue depuis plusieurs semaines. Il y a bien eu des tentatives de la part de Martine Vassal de se faire rallier par Bruno Gilles, qui a lui des exigences et une ambition. On peut imaginer que depuis la publication de ce sondage mardi, le dialogue a repris avec un souhait de trouver un compromis. On peut imaginer que Martine Vassal apporte son soutien à Bruno Gilles dans son fief du 4e et 5e arrondissement. En échange, Bruno Gilles aura sans doute d'autres demandes à formuler. Campagne, je rejoins ce qui a été dit sur votre plateau, Oriane, délétère ces dernières semaines, très tendue. On le voit bien avec chaque jour les commentaires qui peuvent circuler sur les sondages que l'on publie. Et merci beaucoup Guilhem, merci. On vous retrouve lundi pour les résultats de cette élection à Marseille. Lundi matin, on revoit la une de la Provence sur le secteur de Bruno Gilles et ce sondage qui le donne en tête. Merci beaucoup Guilhem. À lundi, on va voir les unes de vos quotidiens régionaux, celles consacrées au municipal avec vous Fanny. On commence avec la dépêche du midi. Oui, regardez cette drôle de campagne. Évidemment, on parle du coronavirus. Face au virus, la campagne et les candidats ont dû s'adapter. Fini les meetings, les grands rassemblements et les poignées de main. Reportage sur cette campagne inédite à Castres, c'est à lire dans la dépêche du midi. Dans l'Est républicain. Dans l'Est républicain, autre conséquence du coronavirus, la peur de l'abstention. Est-ce que les électeurs se rendront aux urnes dimanche malgré la peur du virus? Les maires s'efforcent de préparer un scrutin dans les meilleures conditions possibles. On le sait, il faudra que chacun ait son propre stylo pour signer les registres. Il y a aussi à disposition du gel hydroalcoolique. Et à la une de l'Ardennais. À la une de l'Ardennais, regardez, place aux idées. Aujourd'hui, cette fois, ce ne sont pas les candidats qui prennent la parole pour présenter leur programme. La rédaction a demandé à des citoyens quelles seraient leurs idées, quelles seraient leurs propositions pour leur ville, à Charleville par exemple, ou encore à Reims. Et on termine avec l'Indépendant. Oui, l'Indépendant avec ce sondage IFOP pour les municipales. À Perpignan, Louis Alliot, candidat qui est soutenu par le Rassemblement national, est en tête avec 36% des intentions de vote. Large avance donc devant les autres candidats.
Jean-Marc Pujol qui serait donc à 19%, ou encore Agnès Langevin, en candidate Europe Écologie Les Verts, à 15%. Au second tour, les rapports de force sont plus serrés, mais Louis Alliot serait toujours en tête au second tour. Merci beaucoup Fanny. On va regarder rapidement la une du Point, du Point consacrée cette semaine aux épidémies. Comment les épidémies changent l'histoire, mais on va parler de cette interview d'Agnès Buzyn qui est à lire sur le site du Point, Jérôme. Oui, grand entretien, on a fait, vous savez, évidemment des grands entretiens avec tous les candidats à la mairie de Paris, et donc celle qui ferme la marche, si je puis dire, c'est donc Agnès Buzyn. Donc une longue interview, on l'a vu hier. J'avoue que je l'ai trouvée très percutante, beaucoup plus à l'aise que dans les débats, c'est-à-dire beaucoup plus claire dans ce qu'elle veut faire, sa vision de Paris. Elle a une vraie vision de Paris, et en plus elle donne quelques coups de patte. Elle tacle assez sévèrement ses adversaires, et donc je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise qu'au cours des différents débats télévisés où on a senti qu'elle était un petit peu engoncée entre ces deux personnages quand même très clivants et très vigoureux que sont Rachida Dati et Anne Hidalgo. Ça, c'est à lire sur le site du Point. Un mot très vite, en 10 secondes, Jérôme, sur cette interview de Manuel Valls à lire dans la version papier. Oui, Manuel Valls, vous savez, essaye de revenir en France. On sent qu'il trépigne, il s'ennuie beaucoup à Barcelone, et donc du coup, il nous a donné une longue interview sur le fond, sur l'avenir du pays. Il intéresse beaucoup l'Élysée. D'ailleurs, il s'exprime sur Macron dans cette. Et c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas d'autre alternative que celle d'aider Emmanuel Macron. Voilà, il parle beaucoup de la gauche. Et c'est donc à lire. Tout ça est à découvrir cette semaine dans Le Point. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On est un petit peu en retard. On se retrouve demain. L'invité politique Stéphane Troussel. À demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.